C'est un plaisir d'être ici et je vais vous parler en fait de chimie durable, comme l'indique le titre, de chimie verte. En fait, c'est le terme qui est consacré et finalement de la possibilité de faire de la chimie dans ce contexte nouveau de développement durable dont on parle beaucoup mais dont certains ne connaissent pas nécessairement tous les détails d'un point de vue plus chimique. Alors, quand on parle de chimie, remontons d'abord à la définition. C'est un mot en fait qui vient plutôt d'un terme plutôt alchimique, l'origine grecque kémeia voulant dire magie noire. On en reparlera dans quelques minutes. C'est en fait la science de la constitution des différents corps, des molécules, de leur transformation, de leurs propriétés, et par extension, le chimiste est celui, donc non commun chimiste, qui s'occupe de chimie, pratique et étudie la chimie. Alors là, on en est au sens général, on va parler évidemment de chimie verte aujourd'hui. Qu'est-ce que la chimie verte? Le mot vert est parfois un peu trompeur. Certains vont penser au monde du végétal. C'est une des parties de la chimie verte, le domaine végétal, comme je l'ai mentionné ici. Mais la chimie verte ou durable couvre en fait un lexique beaucoup plus large que juste la chimie verte, que juste la chimie du végétal, pardon, même si évidemment l'aspect agro-ressources, bio-ressources en fera quand même un constituant essentiel, mais ne constitue pas la totalité de la chimie verte. Alors, vous voyez que j'ai parlé de ce mot noir. Ce mot noir, malheureusement, parfois tombe dans les nouvelles, que l'on peut entendre après une catastrophe ou après un incident majeur. Ce n'est pas évidemment le genre d'incident dont on veut nécessairement parler, mais pour être, scientifiquement correct, je suis bien obligé de présenter ces aspects-là. Ce sont évidemment des aspects négatifs de la chimie et parfois ce sont ceux qui mettent justement ce côté négatif en avant, alors que beaucoup de bienfaits, beaucoup d'avancées sont réalisées actuellement grâce à la chimie. Et donc ce sont des aspects négatifs, ce sont des choses qui se sont passées mais dont on doit parler néanmoins. La catastrophe de Seveso avec des fuites majeures de dioxine, Bhopal également avec plusieurs milliers de morts à cause d'une fuite d'isocyanate de méthyle. Plus près d'ici, Saint-Basile-le-Grand, avec des milliers de personnes évacuées à cause d'une fuite de biphényl polychloré. De nombreux naufrages également de pétroliers, avec des fuites de pétrole majeures en termes de conséquences pour l'environnement. Ces éléments ne rendent pas toujours, évidemment, une image favorable de la chimie dans les médias. Et donc, oui, parler de chimie noire, effectivement, c'est un des aspects malheureux de la chimie. Une mauvaise image circule parfois. Mais en tout cas, l'aspect positif des choses, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et ça, c'est majeur. Oui, il y a eu des pollutions, il y a eu des accidents, certes. Et donc, on invente des nouveaux moyens de traiter ces pollutions, mais surtout, on essaye de la réglementer. Et donc, il y a eu ces dernières années des réglementations draconiennes en termes de prévention de ces pollutions industrielles. Et le rôle de la chimie, évidemment, est central. Parce que pour comprendre, finalement, les dangers au niveau moléculaire, c'est bien, évidemment, le rôle du chimiste dont il s'agit. Et le chimiste sera évidemment un acteur principal. Et comme vous le verrez par la suite, ce sont effectivement également des bienfaits majeurs qui seront procurés par la chimie. Oublions un moment ces incidents malheureux, mais qui permettent au moins ces prises de conscience et d'aller de l'avant pour en fait parler de tous les bienfaits apportés par la chimie. Et vous savez que certainement notre qualité de vie actuelle au XXIe siècle est bien meilleure qu'avant, et en grande partie grâce à l'action de la chimie. Et donc il faut certainement réhabiliter en fait beaucoup de ces points positifs. Ils sont très nombreux. L'augmentation de l'espérance de vie des nouveau-nés, le traitement des maladies, l'espérance de vie tout court,
Certains ont même parlé de chimie rose. Le terme n'est pas de moi, il est du professeur Ourisson, qui est l'ancien directeur de thèse de Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie 1987, qui était venu d'ailleurs donner une conférence dans le cadre des conférences organisées par le département de chimie de l'Université Laval, et donc accompagné d'une série d'avancées technologiques majeures de notre vie quotidienne, et donc toute une série de bienfaits que le grand public parfois oublie et qu'il faut mettre en avant. Je parlais à l'instant des médicaments. Dans le domaine pharmaceutique, la chimie a un rôle majeur, évidemment, au niveau de la santé, du combat contre les maladies, au niveau de la vie de tous les jours dans l'électronique, les composants de l'électronique, les affichages, les polymères conducteurs. Certains groupes de recherche de notre département sont d'ailleurs à la pointe dans ces domaines, c'est important de le dire. Évidemment, les domaines cosmétiques, domestiques, tous les produits de nettoyage qui nous entourent, les parfums, les textiles, je n'en cite qu'une petite partie. Le domaine agricole, automobile, les vernis, les peintures, l'aérospatiale. Et donc finalement, la chimie nous entoure à tous les niveaux et nous apporte en fait énormément de bienfaits, de points positifs. C'est important de le rappeler. Alors, ce qui est important de faire aussi, c'est peut-être de brosser la situation en quelques chiffres. L'industrie chimique compte pour 7% du PIB mondial, et donc vous vous rendez compte de l'importance qu'elle revêt, également au niveau du commerce mondial, près de 10%, et la croissance, en fait, se poursuit. Elle est énorme si vous considérez ces chiffres entre 1995 et 2020. Alors, c'est une croissance, en fait, qui est très importante. En volume, parce que vous connaissez l'importance, évidemment, des produits pétroliers dans la vie quotidienne. Et en valeur, ce sont davantage les produits pharmaceutiques, effectivement, qui constituent le record dans le domaine. Alors, ce qui est important de reconnaître quand même, reconnaissons-le honnêtement, c'est que s'il y a industrie chimique, il y a également des rejets de ces industries chimiques dans l'environnement. C'est un fait. Et ces produits chimiques sont éventuellement toxiques, sont rejetés dans l'environnement, à plus de la moitié dans l'air que nous respirons. Et donc ce sera une donnée à prendre en compte. Il y a également des rejets nombreux dans les nappes phréatiques ou dans les sols, également dans les eaux. C'est un problème majeur. Je vous en ai parlé, par exemple, à l'occasion de ces quelques incidents majeurs qui ont eu lieu. Et donc, si des émissions de produits chimiques existent dans l'air que nous respirons, il y a certainement lieu de prendre des mesures et d'examiner les données qui sont à notre disposition. Mais d'abord, cela nécessite en fait une meilleure compréhension du problème. Quand on parle d'industrie chimique, et la chose n'est pas nécessairement claire pour tout le monde, il y a lieu en fait de distinguer 4 grandes catégories, comme vous le voyez ici, selon en fait la nature des activités. Vous connaissez certainement les raffineries, le domaine de la pétrochimie. Il en existe partout, pas loin d'ici notamment. Si vous regardez la quantité de produits issus de cette pétrochimie, elle est élevée par rapport à la petite quantité relative de déchets produits dans ce type d'activité industrielle. Si vous considérez cette fois-ci la chimie lourde, qui traite plutôt de la formation des grands intermédiaires provenant justement de la pétrochimie, elle conduit à autant de déchets que de produits préparés d'intérêt. Et vous voyez que la masse de déchets produits est déjà beaucoup plus grande en relatif que dans l'industrie de la pétrochimie. La chimie fine, cette fois-ci, qui consiste en des tonnages beaucoup plus petits, mais consiste en la production de substances d'intérêt pour des applications spécifiques, conduit à énormément de déchets, la partie ici en mauve, par rapport aux produits d'intérêt. Et si vous regardez finalement le monde de l'industrie pharmaceutique, de la préparation des médicaments,
Pour une toute petite quantité de médicaments, c'est le mince quartier que vous voyez là sur la flèche, la quantité de déchets produits est énorme. Et donc vous voyez que selon la production des déchets, vous avez en fait une situation très différente entre ces 4 industries. Et là, cela va me permettre d'introduire un critère d'évaluation chimique, le facteur environnemental, qui va nous permettre, le facteur E, d'évaluer en fait la quantité de déchets produits dans chacune des activités. Et vous voyez qu'en fait, ce facteur environnemental apparaît sous la forme du rapport inverse à ce rapport qui était mentionné ici, mais plutôt en fonction donc de la masse de déchets par produit issus de cette industrie. Et vous voyez que ce facteur environnemental est très élevé dans le cadre de l'industrie pharmaceutique. Illustrons par exemple le facteur 100 qui indiquerait que pour 1 kilo de médicaments préparés, vous produisez 100 kilos de déchets, ce qui est énorme. Nous en reparlerons dans quelques minutes. Et donc, sur cette base-là, on peut dire que l'industrie pharmaceutique serait effectivement la plus polluante. Nous sommes en face d'un certain nombre de problèmes. Il y a des processus chimiques variés. Certains produisent beaucoup de déchets, certains en produisent moins. Les normes environnementales, vous l'imaginez bien, sont en forte croissance. Il y en a de plus en plus. Une législation, effectivement, qui explose à ce niveau-là, avec des normes de plus en plus sévères à respecter. C'est une donnée importante parce qu'effectivement, on ne peut plus faire n'importe quoi. On doit se conformer à une législation de plus en plus stricte. La sécurité revêt de plus en plus d'importance. Et ce sont certainement les chimistes qui, à la base, seront les premiers acteurs concernés. Vous savez également, et ça c'est une discussion évidemment qui revient de manière systématique dans le débat actuel, que les ressources pétrolières qui sont à la base de toute l'industrie et de toutes les substances qui nous entourent dans la vie quotidienne proviennent de la pétrochimie, des ressources naturelles, des ressources pétrolières qui sont finies dans le temps. Le pétrole se raréfie, les autres ressources se raréfient, et donc que fait-on dans la mesure où certaines sources d'énergie, par exemple, seront terminées dans le temps, seront plus rares dans le temps et devront être remplacées par des sources alternatives. Nous sommes évidemment dans une société où le développement durable revêt maintenant une importance capitale. Le développement durable, vous le savez tous, ce sont effectivement tous les moyens qui permettent en fait de satisfaire nos besoins actuels, mais sans compromettre, bien évidemment, les besoins des générations futures. Je veux dire, on ne réfléchit pas de manière individualiste en oubliant les générations qui nous suivent, c'est évident. Et dans ce contexte, de manière directe, c'est de la chimie verte dont on va parler. C'est la chimie qui va s'inscrire dans un cadre de développement durable. Le développement durable est une initiative majeure qui est développée à l'Université Laval. Et l'Université Laval s'est clairement positionnée comme leader au niveau national, à ce niveau, et même au niveau international. Et dans ce cadre-là, il convient évidemment de parler de chimie durable, puisque ça s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'université. Alors, chimie verte, définissons-la. Quels sont les mots qui sont utilisés? Parle-t-on de chimie verte depuis longtemps? Non. C'est en fait très très récent. Et donc, si vous considérez la comparaison avec l'histoire de la chimie qui date de plusieurs siècles pratiquement, le mot chimie verte n'a été utilisé pour la première fois dans un article scientifique, dans un titre, qu'en 1990. Officialisé un an plus tard par Anastas de l'agence EPA aux États-Unis. Et donc vous vous rendez compte à l'échelle humaine qu'il s'agit effectivement d'un événement extrêmement récent. Et ça, il faut en tenir compte, puisque c'est récent, effectivement, vous verrez encore
une série d'autres termes qui ont pu être utilisés à côté de celui du mot chimie verte, chimie propre, chimie environnementale, chimie bénigne, chimie durable. Ces différents termes couvrent une réalité très très proche, mais c'est le terme chimie verte qui s'est clairement imposé. C'est une chimie en fait qui couvre plusieurs réalités à l'intérieur même de la chimie organique, inorganique, analytique, environnementale, chimie physique et donc chimie des polymères, et donc n'est certainement pas restreinte à une seule chimie, mais c'est le vocable générique qui est utilisé à ce niveau-là. Alors on peut en donner une définition rapide. C'est la conception de produits chimiques ou de processus chimiques qui permettent en fait de réduire, voire d'éliminer, si on y arrive, toute formation de substances toxiques. C'est finalement une chimie durable, une chimie dans un cadre de développement durable. Alors en fait, il faudra en donner une définition quand même plus complète, et ce sont en fait, comme vous allez le voir dans quelques minutes, 12 grands principes qui vont en fait gouverner la chimie verte. Et vous y verrez effectivement plus clair dans le détail de ces principes qui vont en fait éclairer l'usage de ce mot. Alors, comme je vous le disais, c'est un domaine de recherche qui est très récent. Et vous le voyez ici, j'ai fait simplement un graphique qui présente le nombre de publications scientifiques qui apparaissent dans la littérature en faisant une recherche sur les termes chimie verte. Vous voyez que le nombre d'articles scientifiques est en pleine explosion, en pleine croissance, avec ce chiffre intermédiaire ici que j'ai pu obtenir pour l'année 2012. Donc vous voyez que la croissance est très forte et qu'on doit très certainement en tenir compte et que, évidemment, c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup, nous, chimistes, mais qui ont des liens. C'est un domaine, en fait, qui a des liens très forts dans le grand public aussi, vu les implications dans la vie quotidienne. Je vais en parler plus en détail dans quelques minutes. Pour terminer l'historique de ce mot, vous voyez qu'en fait, le président Clinton a créé ce Presidential Green Chemistry Challenge Award en 1995. Et donc, je l'indique pour vous montrer qu'en fait, il y a une série d'initiatives très fortes, mais surtout très récentes. Et c'est important de s'en rendre compte. On est dans un mouvement, on est dans une dynamique très forte, mais très récente. Le Green Chemistry Institute a été créé aux États-Unis en 1997. Et ces 12 principes de la chimie verte, dont je vais vous entretenir dans quelques minutes, proposés par Anastas et Warner, n'ont été proposés qu'en 1998. Donc on parle vraiment d'un domaine qui est en pleine émergence et qui est très récent. La partie génie chimique a également complété ces 12 principes par 12 principes additionnels. Vous voyez que ça s'est fait il y a très peu de temps. Qu'est-ce que c'est la chimie verte en termes d'approche ? Il y avait avant une chimie traditionnelle, enfin c'est encore une certaine chimie qu'on connaît quand même, mais qui montrait une approche finalement très différente. Il y avait souvent un cadre de loi avec une série de règles à suivre pour minimiser l'exposition des travailleurs, des chercheurs aux produits chimiques. Et puis finalement, on faisait des contrôles des substances toxiques à chaque étape du processus. Et donc c'était une analyse assez systématique, circonstancielle, je vais dire, et c'était la façon de travailler. Dans une approche de chimie verte, c'est une approche complètement différente. C'est une analyse à la source et pas étape par étape. C'est une analyse dans laquelle on essaye de développer des processus qui soient sans danger. On n'essaye pas simplement d'analyser les circonstances et de régler problème après problème. On essaye d'anticiper. On essaye de revoir sa façon d'analyser le problème. On essaye de faire une analyse poussée, une analyse du système intrinsèque en fonction des données du problème qu'on souhaite modifier pour rendre un système plus performant, un système plus vert. J'ai confronté ici les deux approches. Bien sûr, toutes ces étapes
dans la chimie classique de l'utilisation des produits à l'exposition aux travailleurs, la manipulation, le traitement jusqu'au coût. Ce sont effectivement une série de circonstances pour lesquelles on essaye de gérer, en fait, les déchets produits, la toxicité des produits à chaque exposition de manière très systématique. En chimie verte, par contre, c'est une analyse fine, une analyse en profondeur, où on essaye en fait de concevoir le processus différemment à la base. J'ai parlé ici de conception moléculaire. C'est bien du niveau moléculaire dont il s'agit, d'où l'importance essentielle du rôle du chimiste. C'est lui qui sera capable effectivement de faire cette conception au niveau moléculaire et de comprendre les problèmes associés sans dogmatisme, mais avec simplement des bases scientifiques d'analyse fine du problème. On essaye effectivement de réduire toute possibilité qu'a un processus de présenter des dangers à un moment donné, et on essaye même d'imaginer qu'en cas d'accident, s'il advenait un accident, que le produit déversé soit le plus sûr possible et présentant le moins de risques. Ceci n'exclut pas un cadre de profit ou d'activité industrielle. Je ne sous-entends pas ici une chimie qui serait coupée des réalités du monde industriel ou économique. Il s'agit de concevoir un processus qui soit également viable sur le plan industriel. Et donc l'objectif global ici est de ne pas créer le danger et d'anticiper les processus avec une approche plus verte. J'ai parlé de risque. Le risque est défini comme étant le danger d'un produit multiplié par l'exposition. La chimie verte va pouvoir adresser le problème du danger. L'objectif de la chimie verte sera de réduire ce danger. Nous n'avons pas spécialement de prise sur l'exposition, mais la réduction du danger. Et finalement, et ça c'est au niveau du concept quelque chose de très important, le danger est même considéré comme une faille dans la conception d'un nouveau processus chimique. Et donc il faut tout faire pour agir en termes de meilleure conception. Bien sûr, il y aura des compromis à nouer. Je veux dire, la chimie verte aura un rôle relativement central. Je viens de vous montrer qu'effectivement, au niveau des innovations scientifiques, ce sera très important de trouver des processus meilleurs. C'est l'éco-conception, c'est la conception de processus industriels plus verts. Il faudra bien sûr tenir compte des demandes des consommateurs. Vous ne pouvez pas évidemment isoler le rôle du chimiste loin des besoins et des attentes des consommateurs. Il y aura des contraintes environnementales dont il faudra tenir compte en permanence. Et il y aura évidemment des principes économiques, de rentabilité, de profit à prendre en considération également. Et donc la chimie verte sera au nœud de ces enjeux et vous devrez tenir compte effectivement d'un certain nombre de facteurs. Donc on ne parle pas de chimie verte comme étant d'un domaine de recherche qui serait sans lien avec toutes ces contraintes. Il y a évidemment des liens très forts. Parlons d'abord de quelques applications et de quelques réussites en chimie verte que peut-être vous ne soupçonniez pas, mais qui sont déjà partie de notre quotidien et parfois très concret. Je parle ici du processus de décaféination des grains de café. Il était effectué précédemment en extrayant la caféine du café par le dichlorométhane, qui est un solvant connu comme toxique par inhalation. Il est maintenant effectué, ce processus de décaféination, en utilisant en fait l'extraction de la caféine par le dioxyde de carbone, qui n'a pas évidemment la toxicité de ces solvants qui étaient utilisés précédemment. Et donc un processus très simple qui implique juste de l'eau et du dioxyde de carbone est actuellement le processus industriel en cours qui est utilisé au quotidien. C'est important de le savoir, c'est de la chimie verte. Un autre aspect, et certainement qui est très important
surtout même ici au Québec, c'est les plastiques bio-inspirés et bien sûr la biomasse, les ressources bio et agro sont essentielles. Vous voyez qu'ici, au départ, du blé ou du sucre de canne, via la formation de l'acide lactique, c'est la synthèse de l'acide polylactique et la possibilité, en fait, de préparer des polymères qui soient biodégradables. Vous vous rendez compte que ça revêt effectivement une importance majeure dans la mesure où ces polymères biodégradables doivent remplacer et remplacent petit à petit des polymères qui ne seraient pas du tout dégradés après des temps infinis dans la nature, ce qui serait évidemment catastrophique. Des applications sont déjà en cours pour la synthèse, pour la préparation de gobelets, de bouteilles, de fibres ou même de boîtes, de boîtiers de disques ou de DVD. Et donc, c'est déjà très utilisé. C'est déjà une réalité industrielle de nos jours. Un dernier exemple, même si je ne rentre pas dans le détail de ce catalyseur, c'est un dérivé du fer, j'ai représenté le fer ici sous la couleur verte, qui est utilisé en fait conjointement avec l'eau oxygénée. C'est un catalyseur qui est utilisé industriellement, quotidiennement actuellement, pour le blanchissage des textiles, la décoloration d'effluents colorés, en pâte et papier pour le blanchissage, l'épuration des eaux avec l'oxydation des impuretés organiques, ou bien pour le raffinage du pétrole dans l'oxydation d'autres contaminants soufrés. Et donc vous voyez que ce sont toutes des réalités du quotidien. Ce sont des catalyseurs qui sont basés évidemment sur les principes de chimie verte dont je vais vous entretenir dans quelques minutes. Ce sont déjà des réalités industrielles actuellement. Un autre exemple que je ne vais pas détailler davantage au niveau chimique, on parlera d'exemples plus concrets dans la suite de mon exposé. Le talempanol, un médicament qui a reçu un prix prestigieux, un médicament pour le traitement de l'épilepsie et de certaines maladies neurodégénératives, est disponible sur le marché et commercialisé et a les caractéristiques suivantes. Ce médicament est préparé en 7 étapes et fait en fait l'objet d'un procédé en fait très efficace, car seuls 3 produits intermédiaires dans cette préparation, qui devrait normalement impliquer 7 intermédiaires, seuls 3 produits doivent être isolés. Or, isoler un produit coûte de l'énergie et génère parfois des sous-produits, donc c'est une grande avancée. Regardez également les données en termes de production de déchets et de solvants. Pour 100 grammes de ce composé, qui est un médicament disponible sur le marché actuellement, le nouveau procédé industriel a déjà permis de diminuer la quantité de solvants nécessaire à solubiliser le composé à certaines étapes de sa préparation de 34 000 litres. Et 300 kilos de déchets d'un métal toxique, le chrome, ont pu être évités. Et donc vous voyez qu'il y a déjà des avancées majeures, déjà sur le plan industriel. Le rendement global a été nettement augmenté. Et vous voyez ici qu'une étape essentielle de la préparation de ce médicament se base en fait sur l'utilisation d'une levure qui est particulièrement efficace, l'utilisation de levure, l'utilisation de substances naturelles, l'utilisation de la biomasse est effectivement un axe prioritaire en chimie verte. Si vous pouvez effectuer une transformation avec une enzyme disponible dans la nature ou une plante disponible dans la nature, ce sera évidemment une avancée majeure par rapport au fait d'utiliser un produit de synthèse, par exemple. Je vais m'expliquer plus en détail dans quelques minutes. Après avoir présenté les 12 grands principes qui gouvernent la chimie verte, vous avez compris, je l'ai déjà mentionné, qu'il s'agit évidemment de limiter la pollution à la source, je vais dire le plus possible en amont du processus, évidemment, de manière de la façon la plus précoce possible, pardon.
Le principe d'économie d'atomes sera également essentiel et vous comprenez, même si vous ne connaissez pas encore la notion, vous comprenez ce dont il s'agit quand on parle d'économie d'énergie. L'économie d'atomes ira un petit peu dans le même sens. On essaye effectivement, en cours de chemin, de ne pas perdre des atomes en cours de route. On essayera absolument de minimiser la quantité de produits secondaires non souhaités, la production de déchets. On essaiera d'éviter la formation, la perte d'atomes au maximum. Des synthèses évidemment moins toxiques, des produits chimiques qui soient plus sûrs. La dépense énergétique, évidemment, doit être minimisée au maximum. On utilisera des matières premières chaque fois que ce sera possible. On essayera évidemment de réduire les déchets produits, et les solvants sont souvent un problème parce qu'ils devront être comptabilisés évidemment dans les déchets liés au processus. On essayera d'utiliser également des catalyseurs. Là, je m'explique, on parlera généralement d'additifs qui facilitent une réaction chimique ou qui aident ou qui permettent qu'une réaction chimique qui normalement ne peut pas se faire dans la nature, qu'elle puisse se faire avec ce catalyseur. Et finalement, on essayera évidemment d'utiliser toutes les techniques qui permettront de minimiser toute pollution ou tout risque d'accident. Prenons cette fois-ci un exemple beaucoup plus concret. Vous connaissez certainement tous l'ibuprofène, qui est une molécule, qui est un médicament que vous utilisez tous dans votre quotidien, car c'est le médicament, c'est le principe actif antidouleur d'un certain nombre d'analgésiques très connus dans le public et dont je ne dirai pas les noms commerciaux, mais l'ibuprofène, effectivement, est d'usage courant chez tous, et c'est un exemple très représentatif de la chimie verte. Historiquement, deux façons de préparer ce médicament ont été développées. Pour sa production industrielle, je ne parle pas ici de réalité qui serait confinée à des laboratoires de recherche. Je parle d'une vraie réalité industrielle qui, d'ailleurs, implique une production annuelle de 13 000 tonnes de cet analgésique. Et vous voyez que les quantités avancées sont énormes et donc que les répercussions, les conséquences environnementales et donc toute la discussion autour de la chimie verte sont essentielles ici. Donc ce ne sont pas juste des cas d'études, je vais dire académiques, ce sont vraiment des cas industriels qui sont très représentatifs d'une production, je veux dire, mondiale, d'une consommation mondiale d'un médicament. Vous allez voir à la page suivante que je vais en fait visualiser les processus en montrant que les atomes finalement qui nous intéressent, les atomes constitutifs de la molécule ibuprofène, seront représentés en vert, c'est-à-dire ces atomes qui composent la molécule d'intérêt. Par contre, tout au long de la préparation de cette molécule, vous allez utiliser des additifs, des réactifs qui, pour un certain nombre d'entre eux, vont être perdus dans le processus et ne se retrouveront pas nécessairement dans la molécule finale. Ces atomes, que l'on retrouvera dans les déchets, sont moins intéressants, entre guillemets, seront décrits en rouge dans le processus, et donc vous aurez comme ça une très bonne visualisation des atomes d'intérêt, ceux représentés en vert, et ceux moins intéressants qui seront perdus dans le processus et représentés en rouge. Je n'entrerai pas naturellement dans la description, dans le détail de ces deux voies de synthèse. Je vous ai parlé de deux procédés industriels. Historiquement, celui-ci, le premier appelé procédé Boots, qui consiste en un certain nombre d'étapes, 6 étapes, pour préparer la molécule finale d'ibuprofène. Le processus de droite, appelé procédé BHC, partant du même produit de départ, permet de préparer l'ibuprofène, cette fois-ci, en seulement 3 étapes, comparé au premier processus historique en 6 étapes. Vous pouvez vous rendre compte déjà de manière intuitive que s'il y a moins d'étapes pour préparer un produit, le processus sera plus rapide, plus efficace
et plus viable et plus rentable. Vous voyez également que dans le premier processus de gauche, un certain nombre d'atomes en rouge ne se retrouvent pas dans la molécule finale. Tous ces atomes en rouge sont donc perdus au cours du processus, vont donc se retrouver dans les déchets, alors que dans le processus à droite, vous voyez qu'essentiellement tous les atomes représentés en vert se retrouvent dans la structure du produit final. Vous voyez également que le rendement, c'est-à-dire l'efficacité du processus, est à peu près double dans ce processus BHC qui est nettement plus vert et plus efficace, et qu'en tenant même compte des quelques atomes rouges ici perdus sous la forme d'acide acétique, c'est même un rendement de 99% qui peut être atteint parce que ce produit secondaire peut même être recyclé pour des grandes utilisations commerciales et industrielles. Vous connaissez le vinaigre, par exemple, qui est le constituant majeur de l'acide acétique. Et donc, vous voyez que la comparaison entre les deux processus est évidente, tant au niveau de la longueur du processus qu'au niveau de la minimisation des déchets produits par le processus. Et donc, à titre d'indication, vous voyez par exemple que pour 13 000 tonnes d'ibuprofène, l'analgésique produit, vous aviez dans le vieux processus 20 000 tonnes de déchets produits, beaucoup plus finalement que le médicament que vous cherchiez à préparer. Quand on parle de 20 000 tonnes de déchets, on sous-entend évidemment qu'il va falloir traiter ces déchets, ou les stocker, ou les détruire, et que les conséquences évidemment environnementales peuvent être importantes à ce niveau-là. Par le nouveau procédé, on ne produit que 4 000 tonnes, vous voyez que la comparaison est évidente, d'acide acétique, qui néanmoins est recyclé, et donc finalement, vous arrivez à une efficacité complète pour ce nouveau processus. Vous voyez que finalement, on peut dire que ce procédé BHC respecte finalement les principes de la chimie verte. Il sera économiquement plus viable, moins d'étapes, procédé plus rapide, et finalement, cela correspond parfaitement à un principe d'économie d'atomes. Vous ne perdez pas d'atomes au cours du processus, vous avez minimisé toute formation de produits secondaires, et donc finalement, le nouveau processus a permis de délaisser, d'abandonner complètement l'ancien processus. Le nouveau processus est vraiment beaucoup plus vert. J'aborde ici un autre aspect qui est peut-être méconnu dans le grand public, c'est parce qu'il est parfois plus difficile à comprendre. Pour préparer des molécules, il faut souvent les solubiliser dans des solvants organiques. Et ces solvants sont problématiques parce qu'ils seront comptabilisés à la fin du processus dans les déchets. Et comment se débarrasser de milliers de litres d'un solvant s'il est toxique, s'il n'est pas biodégradable? C'est un problème majeur. Et donc les solvants, en plus des produits secondaires qui peuvent être éventuellement produits dans le processus, sont une cible d'étude majeure. J'ai pris l'exemple ici du sildenafil citrate, qui est un médicament connu pour le traitement de certains troubles érectiles chez l'homme. Et vous voyez que je n'ai pas mentionné de quel médicament il s'agissait, mais il apparaît ici dans la référence détaillée. Le processus initial. Et c'est important de voir en fait la grandeur en fait et la quantité de solvants produits. Vous voyez qu'ici, dans le processus en fait de préparation initiale au stade recherche de ce médicament, comprenait en fait impliqué pour 1 kilo de ce médicament la production de 1300 litres de solvant, incluant avec la partie orange ici, pour l'essentiel, un solvant organochloré toxique. Donc la situation initiale ne semblait pas très favorable. Par contre, après un premier tour d'optimisation,
ce n'est plus qu'une production de 100 litres de solvant par kilo de ce médicament dont il a été question. Après, une première voie de commercialisation du médicament a permis de réduire ces 1300 litres par kilo initiaux à juste 22 litres, avec l'absence cette fois-ci du solvant le plus toxique qui posait problème. Donc l'avancée est déjà majeure. Et vous voyez qu'avec des routes plus actuelles, nous sommes même arrivés, la compagnie pharmaceutique est arrivée à une production de 7 litres seulement de solvant par kilo de molécules. Certains solvants toxiques doivent être utilisés quand même, mais peuvent être recyclés. C'est une belle avancée. Certaines étapes ont pu être effectuées dans des solvants particulièrement verts, qui ne revêtent pas de toxicité particulière. Les solvants chlorés, qui sont un problème au niveau de toxicité, ont été supprimés complètement du processus. Et les solvants volatiles, évidemment, source d'explosion ou qui sont inflammables, ont été également complètement supprimés. Donc vous voyez une belle illustration de ça. Et un dernier exemple d'application qui vous parlera au niveau de la vie quotidienne. Vous vous souvenez certainement de la pandémie de grippe de l'année passée et de cette molécule dont on a beaucoup parlé, le Tamiflu, qui a été utilisée évidemment en très grande quantité au niveau mondial l'année passée. Et donc on parle de nouveau de réalité industrielle majeure. Cette molécule de Tamiflu peut être préparée par toute une série de méthodes que j'ai représentées ici. Des méthodes qui ont été parfois développées dans des laboratoires de recherche académiques, qui ont parfois été développées dans des compagnies pharmaceutiques. Et il va s'agir effectivement, à ce point-ci de la discussion, de les comparer, ces méthodes. S'il en existe une dizaine, voire beaucoup plus, qui sont différentes, mais qui mènent toutes à la même cible, comparons-les sur base des principes de la chimie verte et finalement sélectionnons sur ces mêmes principes celles qui présenteront le moins de danger, le moins de toxicité et qui donc finalement seront à choisir finalement. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est la liste ici de quelques-unes de ces voies de préparation. La chimie verte va permettre, avec certains indicateurs, là, qui sont représentés aux 3 premières colonnes, d'évaluer par des indices de performance chacune des routes proposées. Et finalement, la colonne qui m'intéresse davantage, c'est ce fameux facteur environnemental, E, qui en fait donne un excellent résumé de la situation. Et vous voyez que dans ce cas-ci, c'est en fait la toute première route qui a été sélectionnée par cette compagnie pharmaceutique. Et vous voyez qu'en fait, que pour à peine un demi-kilo, 410 grammes de Tamiflu, la molécule active au niveau du vaccin, quelques 95 kilos de déchets ont été produits. Et donc le facteur environnemental, dans ce cas-ci, se décline comme étant le rapport finalement de déchets produits, c'est-à-dire 95, divisé par la quantité en kilos de la molécule d'intérêt. Vous arrivez à ce facteur environnemental de 231. Je vous l'ai dit, au niveau du secteur pharmaceutique, c'est là qu'est finalement le problème finalement majeur par rapport à la pétrochimie. La production de déchets, en relatif en tout cas, est en effet beaucoup plus importante. Et donc, beaucoup de travail reste à faire, beaucoup de voies de synthèse sont à explorer pour effectivement améliorer ces données. Mais vous voyez en tout cas, et c'est le message que je voulais faire passer ici, que la chimie verte, en fait, procure, met à la disposition du chimiste, et je ne suis pas rentré dans les détails aujourd'hui, un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de critères quantitatifs qui permettent d'évaluer certaines voies de préparation de molécules par rapport à d'autres, et à cette fin de pouvoir les comparer. Au-delà de ces exemples de la vie quotidienne que je viens de vous présenter, je vais également ici vous introduire en quelques minutes
les domaines de recherche qui nous occupent, nous, dans un cadre académique, dans mon groupe de recherche en particulier depuis quelques années. Alors, la tâche du chimiste, et en chimie organique en particulier, sera effectivement d'axer les domaines sur la production de processus qui soient plus verts, de réactifs qui soient plus verts, plus compatibles avec ces grands principes de la chimie verte. Et si vous examinez le tableau périodique de Mendeleïev, il y a en fait dans le tableau périodique quelques éléments qui captent notre attention parce qu'ils sont connus pour être peu toxiques, abondants sur la Terre, peu coûteux. Et effectivement, l'idée du prix est importante. Je vous ai dit effectivement que nous ne devions pas, même en tant qu'acteurs de la chimie verte, nous couper des réalités économiques. Et donc, c'est à prendre en considération. Le fer est connu pour être très abondant sur la Terre, et donc très peu coûteux, très peu toxique, et donc est certainement une excellente idée, je veux dire, à développer pour des recherches en chimie, si on peut se baser sur des catalyseurs, des facilitateurs de réaction qui soient plus verts et qui ne soient pas du tout toxiques, et qui surtout ne soient pas coûteux. Le bismuth, moins connu, possède également ces caractéristiques, et donc nous avons surtout basé nos recherches sur ces deux éléments du tableau périodique. Nous avons en effet axé nos recherches sur cette chimie du fer qui nous a permis en fait d'effectuer quelques grandes réactions de la chimie, des formations de ce type de produits dont je ne vais pas entrer dans les détails, qui permettent de créer des nouvelles liaisons entre deux carbones par exemple, mais surtout qui soient facilités par des catalyseurs à base de fer, très abondants, peu toxiques, peu coûteux. Si cette chimie, en plus, peut être faite dans l'eau comme solvant, vous avez un gain qui est double. Non seulement le réactif à base de fer est plus vert, ne posera pas de problème de toxicité, mais en plus, vous avez réussi à remplacer le solvant organique qui peut-être possédait certaines toxicités par le solvant finalement le plus vert qu'est l'eau. Entrons un peu dans les détails. Avec un premier exemple, basé justement sur un de nos axes thématiques dans notre groupe de recherche, ce système à base de fer, représenté ici par la boule verte. Nous avons pu, avec ce catalyseur, finalement, permettre une réaction chimique entre ces deux produits de départ A et B pour conduire à la formation d'un produit C, réaction qui, normalement, dans la nature, ne se fait pas spontanément. Ce catalyseur à base de fer a permis cette réaction. Ce catalyseur, en plus, est bénin pour l'environnement. Donc, c'est un bénéfice complet. Et en plus, vous voyez qu'ici est très bien illustré un des 12 principes de la chimie verte, le principe d'économie d'atomes. Vous examinez tous les atomes des produits de départ. Tous ces atomes se retrouvent dans la structure du produit final. Il n'y a la formation d'aucun produit secondaire qui serait nuisible pour l'environnement, par exemple. Tous les atomes sont conservés, tout se retrouve finalement intact dans le produit final. Vous avez finalement une économie d'atomes complète. L'économie d'atomes est de 100%. C'est une très belle illustration de ce principe d'économie d'atomes. Vous ne perdez rien comme atome sous la forme de produits secondaires dans des rejets, par exemple. Deuxième exemple, nous avons orienté nos recherches sur l'utilisation de catalyseurs à base de bismuth, par exemple, qui est représenté ici par le petit point vert, pour une grande réaction de la chimie organique que je ne préciserai pas trop dans le détail, mais vous voyez qu'en fait c'est de nouveau la réaction entre deux réactifs A plus B qui donne un produit C, mais qui pourrait se retrouver sous la forme de l'un ou l'autre de ces deux produits. Vous voyez qu'en fait ici j'ai représenté un miroir. Ce produit ici n'est jamais que l'image dans le miroir de cette autre molécule-là. On appelle ça des énantiomères, chacune de ces images. Ce sont deux produits possibles à la réaction. Avec ce catalyseur à base de bismuth, qui est complètement vert, parce que très peu toxique, très peu coûteux, dont les rejets ne poseraient pas de problème dans l'environnement, un seul de ces deux produits
va être obtenue. Et nous avons en fait décrit cette réaction pour tout un ensemble de produits de départ, donc la réaction est relativement générale, et donc on est arrivé finalement à ce beau résultat qui montre en fait que seul ce produit-ci est formé à plus de 95%. L'autre produit non souhaité n'est présent qu'à l'état de trace, vraiment de manière très minoritaire par rapport à ce produit-ci, et donc une belle sélectivité a pu être obtenue. Et donc finalement, pour terminer cette partie, et avant de passer aux conclusions générales de ma conférence, mais on a pu finalement concentrer nos énergies sur deux métaux, le fer tout d'abord, qui est un métal connu pour être particulièrement vert. Et donc nous avons montré qu'il pouvait, via certains catalyseurs, aider toute une série de réactions de la chimie organique, et vous voyez que ce processus est vraiment qualifié de vert. Et nous avons pu également, en fait, montrer qu'avec la chimie du bismuth, nous avons la possibilité finalement de catalyser toute une série de grandes réactions de la chimie organique. Et là, je reprends un petit peu mes propos initiaux dans ma conférence. Dans une optique de chimie verte, il ne s'agit pas juste de reprendre un processus qui était connu dans la chimie classique, d'adapter quelques détails et de l'appeler tout à coup vert. Il ne s'agit pas juste de ça, il s'agit souvent de repenser le processus en profondeur et de concevoir un nouveau mode d'action, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau catalyseur. Le processus est vraiment un processus complet et qui analyse les données en profondeur. Finalement, je viens de vous parler à l'instant effectivement d'une approche et d'un mode de pensée qui sont radicalement nouveaux. Donc il ne s'agit pas simplement de penser comme on pensait avant et de faire quelques adaptations superficielles. Non, c'est vraiment la conception en fait de processus en profondeur. Et là, je l'ai bien indiqué, au niveau systémique, c'est voir quels sont les changements qui sont à apporter pour minimiser effectivement les problèmes de toxicité et les problèmes également de rejet de certains produits secondaires. Et donc, quelque chose qui est vraiment important de dire, c'est que quand on parle de développement durable, et les outils du développement durable commencent au niveau moléculaire. Mais le niveau moléculaire, c'est le niveau qui est traité et compris par les chimistes d'abord. Et donc, effectivement, c'est à eux d'abord, ce sont en tout cas les acteurs initiaux dans la chaîne, à comprendre ces processus, à améliorer les processus. Et donc, en fait, ces incorporations de la chimie verte sont déjà incorporés, je veux dire, en partie, je veux dire, ces principes sont incorporés déjà en partie dans les processus industriels. On parle d'éco-conception et ça a évidemment un impact majeur en ingénierie également, bien au-delà juste des sciences exactes. Le futur est très prometteur. Il faut évidemment investir de manière très importante, tant dans les milieux académiques, parce que la recherche fondamentale, effectivement, traite de ces problèmes, et nous sommes plusieurs groupes de recherche, effectivement, à déjà traiter ce type de problème, mais au niveau industriel, j'ai tenté de vous montrer, en tout cas, qu'un certain nombre de processus étaient déjà d'application dans l'industrie, et que les opportunités de développement, finalement, elles sont très nombreuses. Que ce soit au niveau des nouveaux matériaux, les nanomatériaux, je peux en parler également, des polymères, c'est le secteur pharmaceutique. C'est finalement tout un ensemble de domaines qui peuvent être régis, qui peuvent être améliorés par ces grands principes de la chimie verte. Et en particulier au Québec, il y a des opportunités extrêmement nombreuses. Le Québec est d'ailleurs chef de file au Canada pour la chimie verte, et donc il y a énormément de retombées au niveau industriel, notamment. Il y a effectivement des agences gouvernementales qui sont très impliquées dans la valorisation de tous ces principes de respect des bioressources, par exemple, au Québec notamment. C'est une importance, ça revêt une importance majeure. Je tiens à remercier certainement en premier lieu l'Université Laval qui accorde beaucoup d'importance au développement durable et
la chimie durable s'inscrit parfaitement, effectivement, dans tout le plan d'action et dans toutes les initiatives qui sont menées à la grandeur du campus et qui rendent l'Université Laval vraiment leader dans le domaine au niveau national et international. Et donc j'ai résumé ici évidemment les principes les plus importants de la chimie verte, c'est évidemment de rendre des produits chimiques moins polluants, la possibilité de recycler ces catalyseurs. Je ne l'ai pas spécifié pour nos domaines de recherche, c'est effectivement aussi quelque chose qui est majeur. Nous recyclons dans un certain nombre de cas nos catalyseurs et donc non seulement ils sont verts déjà, mais ensuite peuvent être également recyclés, ce qui fait finalement un double avantage à ce niveau-là, et l'économie d'atomes, je pense vous l'avoir bien montré aussi. Je tiens évidemment à remercier mon groupe de recherche avec plusieurs de mes étudiants qui m'ont beaucoup aidé, je dirais, à la réalisation de cette conférence, mais surtout également pour leur travail acharné depuis ces quelques dernières années et les percées auxquelles nous sommes arrivés au niveau de nos résultats de recherche. Bien sûr, je dois remercier également les organismes subventionnaires, le niveau provincial avec le FQRNT qui a permis également d'obtenir une aide essentielle via le Centre en chimie verte et catalyse, qui est un réseau thématique subventionné par l'échelon provincial qui a apporté une aide majeure au niveau du support des étudiants et au support de nos recherches. Également le niveau fédéral pour la subvention individuelle aux professeurs qui est incontournable, ainsi que l'Institut EDS pour son support. Et finalement, je vous remercie pour votre attention.